Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour tout le monde, bienvenue à Professeur Board Game. Oh attends, c'est pas ça que je dis d'habitude en intro, ça doit être à cause de ce chandail-là. Donc salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu 3 Dice, qui est en fait la version Roll and Ride de l'excellent jeu 3. C'est un jeu des auteurs Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Orban. Le jeu se joue de 1 à 10 joueurs, mais en fait, il n'y a pas de nombre maximal auquel on peut y jouer, tant qu'on a assez de feuilles de score pour tout le monde, parce qu'on va tous utiliser les mêmes résultats de dés toute la partie pour faire notre feuille à cocher et développer notre royaume. Donc le but est de marquer le plus de points de victoire en développant notre royaume. On va construire des bâtiments nobles, civils et religieux pour gagner différents bonus et aussi gagner des habitants qui vont nous permettre de scorer des points à la fin de la partie. Donc 3 dice, je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour un joueur. En fait, peu importe le nombre de joueurs, on va toujours faire la même mise en place. On va commencer par placer le plateau roux au centre de la table. Et autour de celui-ci, dans les 9 emplacements, on va aller placer les tuiles de place de façon aléatoire sur une des deux faces aléatoires. De cette façon, à les placer pour faire le contour des emplacements qui sont autour du plateau roux. On va aussi placer le trou de la roue centrale de façon à montrer le chiffre 1 sur la roue du centre qui va nous servir de marqueur de ronde pour la partie. Chaque joueur va se prendre une feuille de notes qui va représenter son royaume pour la partie. On aura aussi besoin d'un crayon qui n'est pas fourni dans le jeu. Et on va placer à côté de la table les 4 dés. Donc on a 3 dés transparents et un dé noir. Les joueurs peuvent inscrire dans le haut de leur feuille note le nom de leur ville. Donc ici, on va faire la ville de Sorel, Old School S-A-U-R-E-L. Et on va ensuite numéroter les 3 quartiers de notre feuille note. Pour une première partie, on vous suggère d'utiliser l'ordre numérique de 1 à 6 en ordre croissant. Donc sur notre feuille de notes, on a le quartier rouge qui est le quartier noble, le quartier jaune qui est le quartier civil et le quartier blanc qui est le quartier religieux. Dans chacun des quartiers, on retrouve des grosses cases dans le haut et on va aller numéroter ces cases de 1 à 6 en ordre croissant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait la même chose dans les deux autres quartiers. Donc on va avoir dans le fond des colonnes qui vont représenter différents quartiers de notre ville. On va avoir des colonnes numérotées de 1 à 6 sur notre feuille de notes. 4, 5, 5, 6, 6. Pourquoi les chiffres ne sont pas déjà imprimés sur la feuille? C'est que lorsqu'on est habitué de jouer au jeu, on peut changer de place les numéros de quartier et tirer avec un dé de façon aléatoire pour avoir une distribution qui est différente. Si on joue à plusieurs joueurs, c'est important que tous les joueurs aient la même configuration, qu'ils aient placé les chiffres de 1 à 6 dans chaque quartier de la même façon. Et c'est important que les chiffres identiques soient dans la même colonne, donc que tous les 4 soient dans la même colonne, tous les 2 dans la même colonne, et etc. Une partie de 3 dice se joue en 8 rondes de jeu et chaque ronde de jeu va se jouer en 2 tours. On aura un tour de jeu pour le matin et un tour de jeu pour l'après-midi. À chaque tour de jeu, on va lancer les 4 dés et on va les disposer pour le matin sur les 4 emplacements, sur les 4 places qui sont vis-à-vis les cases blanches de la roulette centrale. Ensuite, on va choisir un des dés disponibles et on va pouvoir effectuer une action, soit de gagner des ressources ou d'aller construire des bâtiments sur notre feuille de notes pour gagner différents bénéfices. On va répéter le processus pour l'après-midi. On va relancer les 4 dés et on va les placer sur les 4 places qui sont alignées avec les emplacements qui sont noirs sur la roue centrale. Et on va encore ensuite choisir une action. À la fin de la journée, on va tourner la roulette principale dans le sens horaire pour révéler le numéro suivant de la ronde suivante. Et à partir de la 3e ronde, on aura aussi le dé noir qui va causer de la destruction et qui va changer un petit peu les règles. On va continuer ainsi jusqu'à temps qu'on ait terminé la 8e journée. Et à la fin de la 8e journée, le joueur qui aura marqué le plus de points sera déclaré vainqueur. On va donc commencer la partie avec la première journée qui sera divisée en 2 tours, le matin et l'après-midi.
Chaque demi-journée sera séparée en 3 phases de jeu. Premièrement, on va lancer les 4 dés, donc les 3 dés transparents ainsi que le dé noir, et on va aller les placer selon les résultats obtenus. Pour le matin, on va utiliser les 4 emplacements qui sont vis-à-vis les cases blanches sur la roue centrale, et on va placer les dés en ordre croissant. Donc le 1 qui est le plus petit résultat sur le premier emplacement, ensuite le 4 de mon dé noir, et finalement on va avoir le 5 ici et le 6 à cet endroit-là. Si jamais on a une égalité entre un dé transparent et le dé noir, on va toujours placer le dé noir en premier. On passe ensuite à la deuxième phase du matin qui est de résoudre l'événement. L'événement est représenté par le dé noir et dans les journées 1 et 2, l'événement est simplement de détruire cette place. Donc on va la retirer de la roue centrale pour montrer que ce dé n'est pas utilisable pour cette demi-journée. À partir de la troisième journée, il y aura des règles supplémentaires pour la phase d'événement. Le dé noir pourra détruire certains endroits sur notre feuille de notes. On passe ensuite à la troisième phase qui est la phase d'action. Le joueur pourra sélectionner un des 3 dés transparents pour effectuer une action, soit de gagner des ressources ou d'aller construire un bâtiment dans un de ces 3 quartiers sur sa feuille de notes. Les dés transparents vont prendre la couleur de la tuile place sur laquelle ils se trouvent. Donc dans cette demi-journée, j'ai le choix de recruter un 1 rouge, un 5 rouge ou un 6 jaune pour effectuer mon action. Le dé que je vais recruter pour faire une action va aussi avoir un coût que je devrai payer en pièces d'or ou en ressources, dépendamment où il se trouve sur la roue centrale. On peut retrouver le coût des différents dés sur la roue centrale vis-à-vis l'emplacement où il y a chacun des dés. Par exemple, mon 1 rouge coûte 0 pièces à recruter, mon 5 rouge va coûter 1 pièce et mon 6 jaune va coûter 2 pièces. Il existe 3 types de ressources dans le jeu qui sont associées à chacun des 3 quartiers sur la feuille de notes. Donc ici, pour les pièces d'or, par exemple, on a la piste de pièces d'or qui est en dessous du quartier jaune. On voit qu'il y a 3 pièces d'or encerclées sur notre feuille au début de la partie. Donc quand c'est encerclé, ça veut dire qu'on possède ces ressources. Et quand on va les utiliser, on va faire un X sur celle-ci. On retrouve une ressource dans le quartier rouge qui est l'influence. On commence aussi avec 3 d'influence. L'influence va nous servir à augmenter ou diminuer la valeur des dés qu'on va recruter. Pour chaque point d'influence, on peut augmenter ou diminuer de 1 la valeur du dé. Et nous avons la connaissance qu'on retrouve en bas du quartier blanc. On commence avec 3 de connaissance aussi. Et on peut utiliser 2 de connaissance pour changer la couleur d'un dé qu'on veut recruter pour effectuer une action. Donc la première action qu'on peut effectuer, c'est de gagner des ressources. Donc par exemple, je pourrais choisir mon dé 5 rouge. Je vais payer son coût de 1 pièce en barrant la première pièce sur ma piste de ma feuille de notes. Et ensuite, je vais gagner la ressource qui est associée à la couleur du dé. Donc c'est un dé rouge. Je vais donc gagner de l'influence et je vais gagner le nombre d'influence égal à la valeur du dé. Je vais donc gagner 5 d'influence. Donc on va encercler les 5 prochains symboles d'influence de gauche vers la droite. J'ai encerclé un symbole d'influence où il y a un petit meeple rouge. Ça veut dire que je vais gagner un personnage dans ma population. Je vais donc aller encercler le premier meeple rouge dans l'échelle de population en bas de ma feuille de notes. Chaque meeple encerclé à la fin de la partie va nous donner un point de victoire et lorsqu'on aura atteint certains seuils de population avec les 3 couleurs de meeple, on va pouvoir gagner des bonus en cours de partie. Une fois que j'ai effectué mon action, ça va mettre fin à mon tour de jeu. Si jamais on joue à plusieurs joueurs, on va attendre que tout le monde ait terminé son tour de jeu avant de passer à l'après-midi. On va tout simplement relancer les 4 dés pour l'après-midi. Et on va aller les placer sur les 4 emplacements qui sont foncés sur la roue centrale. C'est vrai, avant de passer à la prochaine demi-journée, la tuile qui avait été détruite sera retournée de l'autre côté. Nous avons donc le dé noir de valeur 1 qu'on va placer en premier, ensuite le dé de valeur 2, le dé de valeur 4 et le dé de valeur 6. Et on passe à la phase d'événement. On va détruire l'emplacement où il y a le dé noir, donc ce n'est pas disponible. Et je vais choisir un des autres dés pour effectuer mon action. Donc au lieu de faire une action pour gagner des ressources, on peut faire une action de construction. Il y a 2 types de bâtiments qu'on peut retrouver sur notre feuille de notes. On a premièrement les bâtiments de prestige, qui sont les bâtiments des premières rangées dans chacun des quartiers. On a les forteresses dans le quartier noble, les halles dans le quartier civil et on a les cathédrales dans le quartier religieux.
où on pourra construire des bâtiments de fonction, qui sont les bâtiments de la deuxième rangée de chacun des quartiers. On a le Palais des Comtes dans le quartier noble, on a ici l'Hôtel de Ville dans le quartier civil et on a l'évêché dans le quartier religieux. Les bâtiments de prestige vont pouvoir nous donner certains avantages pour le reste de la partie, alors que les bâtiments de fonction vont nous servir principalement à gagner de la population. Donc, par exemple, si je veux construire un bâtiment dans le quartier rouge, je devrais évidemment recruter un dé qui est rouge, ou je peux utiliser de la connaissance pour modifier la couleur d'un dé qui n'est pas de cette couleur. Disons que je veux recruter le 4 qui est ici, le 4 rouge. Je vais commencer par payer son coût d'une pièce. On va aller barrer une pièce. Et ensuite, je vais pouvoir effectuer une action de construction dans le quartier numéro 4, qui correspond à la valeur du dé. Et je veux construire soit la forteresse ici, ou le palais du comte, puisqu'ils sont disponibles tous les deux. Disons que je choisis de construire la forteresse numéro 4. Donc, on va venir faire le contour de la forteresse. On peut faire un beau petit dessin. On va gagner le bonus qui est à l'intérieur. Ici, c'est de gagner un meeple jaune dans ma population. On va donc encercler le premier meeple jaune sur la piste de population. Et par la suite, comme c'est une forteresse, on va gagner la protection. Donc, on va aller faire le rempart avec notre crayon pour montrer qu'on est protégé, qu'on a construit le rempart dans le quartier 4. On va le faire dans chacune des 3 couleurs. Donc, on sera protégé du dé d'événement. Donc, si le dé noir tombe à 4 et qu'on détruirait un quartier dans ce chiffre, à ce moment-là, on va être protégé pour le reste de la partie. La destruction va juste commencer à partir de la 3e journée. Et après mon action, ça va mettre fin à l'après-midi, ce qui met fin à la première journée. À ce moment-là, on va ensuite enlever les dés. On va pouvoir les relancer pour le prochain tour de jeu. Et on va retourner la tuile qui avait été détruite par le dé noir. Et on va tourner la roue centrale pour montrer le chiffre 2 pour dire qu'on commence la 2e journée. On va placer les dés sur les 4 emplacements pour le matin. On a donc un 1, on a un 4, 2 4, on va mettre le noir en premier, le transparent en deuxième et le 5 en dernier. Pour la phase d'événement, on va tout simplement détruire cet endroit. Donc la destruction va seulement commencer à partir de la prochaine journée. Et on passe à la phase d'action. Donc disons que je veux prendre le D1 jaune qui coûte 0, donc il n'y a aucun coût à payer pour l'utiliser. Et je vais aller construire un bâtiment de prestige dans le quartier jaune. Mais je ne veux pas construire celui qui est au numéro 1, je veux plutôt construire celui qui est au numéro 3. Je vais donc augmenter la valeur de mon dé de 1 à 3 en payant 2 d'influence que je vais barrer de ma feuille. Ce qui va maintenant me permettre de construire la halle dans le quartier 3 et ensuite de gagner son bénéfice qui est de gagner 3 pièces par dés jaunes qu'il y a de disponibles présentement. Donc il y a présentement 2 dés jaunes de disponibles fois 3 pièces d'or. Je vais gagner 6 pièces d'or. Donc je vais encercler les 6 prochaines pièces d'or sur la piste d'or et on voit que j'ai encerclé un meeple jaune en bonus. On va donc l'augmenter dans la piste de population. Les autres halles fonctionnent par le même principe. Ici, c'est gagner 3 d'influence par des rouges, gagner 2 de population de meeple rouge par des rouges, gagner 2 de population de meeple jaune par des jaunes, gagner 3 de connaissance par des blancs et gagner 2 de population de meeple blanc par des blancs disponibles présentement. Et on va ensuite passer à l'après-midi. On va enlever les dés, on va retourner la place qui avait été détruite, on va les relancer. Et on va les assigner sur les emplacements pour l'après-midi. Le dé noir en premier, un 1 transparent, un 4 et un 6. On fait la phase d'événement, on va détruire cet endroit où il y a le dé noir et j'ai le choix entre ces 3 dés pour effectuer mon action. Disons que je veux recruter le 1 rouge qui est ici. On voit que le coût, c'est soit une pièce d'or, soit 1 de connaissance, ou soit 1 d'influence. Donc on va choisir la ressource de notre choix pour payer ce dé. Comme j'ai beaucoup d'influence, je vais payer 1 d'influence pour pouvoir utiliser le 1 rouge. Mais ce n'est pas la couleur qui m'intéresse vraiment, donc je vais décider d'utiliser 2 de connaissance pour changer la couleur du rouge au blanc pour pouvoir construire une cathédrale. Donc la cathédrale qui est dans le quartier numéro 1. Lorsqu'on gagne une cathédrale, on va gagner un personnage qui est associé à cette cathédrale et on va aller indiquer un multiplicateur de points vis-à-vis ce personnage sur la piste de score à droite de notre feuille de notes. Plus j'ai construit de cathédrales, plus le multiplicateur va être élevé. Donc pour la première et la deuxième cathédrale, on va gagner un multiplicateur de x1
Pour la 3e et la 4e cathédrale, on va gagner un multiplicateur de x2. Et pour la 5e et la 6e cathédrale, on va gagner un multiplicateur de x3. Comme c'est la première cathédrale qu'on construit, on va donc gagner un multiplicateur de x1 qu'on va indiquer vis-à-vis ce personnage qui est associé à la cathédrale numéro 1. On voit que c'est le personnage qui est vis-à-vis les forteresses. On va indiquer le multiplicateur de x1 dans le cercle. Ça veut dire qu'à la fin de la partie, chaque cathédrale que j'ai construite va valoir 1 point. Si on avait un multiplicateur de x2, c'est que chaque forteresse vaudrait 2 points en fin de partie. Et si j'avais un multiplicateur de x3, donc chaque forteresse marquerait 3 points de victoire en fin de partie. Et une fois mon action terminée, ça va mettre fin à l'après-midi, ce qui met fin à la 2e journée. On va donc retirer les dés, on va retourner la tuile place qui avait été détruite. Certaines tuiles ont la même couleur des deux côtés et ensuite on va avancer à la 3e journée. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir de la destruction dans la phase d'événement, telle que rappelée par l'icône du dé noir sur la piste de journée. On va donc lancer les dés. Et on va les placer sur les emplacements du matin. Donc on a un 2 transparent, on a un 3 noir en premier, le 3 transparent et le 6. On passe ensuite à la phase d'événement. La place où il y a le dé noir est toujours détruite comme d'habitude, mais en plus, à partir de ce moment-ci dans la partie et jusqu'à la fin de la partie, le quartier qui est associé à la couleur de la place qui est ici est du dé noir. Donc ici, le quartier 3 jaune de chaque joueur sera détruit à moins qu'ils aient construit une forteresse pour protéger la colonne 3. Donc ici, le quartier 3 jaune, on voit ici que j'avais déjà construit un bâtiment. Ce bâtiment-là va rester construit. Il ne sera pas détruit. Mais celui qui est en bas que je n'ai pas construit, on va faire un X dessus, donc on ne pourra jamais le construire. Il a été détruit par la phase d'événement. Si jamais j'avais eu un 4 sur le dé noir et qu'il y aurait eu de la destruction dans mon quartier 4 jaune, comme j'avais construit une forteresse, à ce moment-là, il n'y aura pas de destruction. Donc construire des forteresses va nous protéger de la destruction du dé noir. Donc, on passe à la phase d'action. Je vais choisir le 2 blanc qui ne coûte aucune pièce d'or et je vais aller construire un évêché. Mais je ne veux pas construire celui à l'emplacement 2, je voudrais plutôt construire celui à l'emplacement 3. Donc, je vais augmenter la valeur de mon dé de 1 en payant 1 d'influence. Donc, je vais ensuite construire l'évêché dans la zone 3. Et je vais gagner ce qui est à l'intérieur, donc 2 meeples blancs sur ma piste de population. Tous les bâtiments de fonction nous donnent 2 meeples, 2 habitants dans la population de la couleur du quartier. Et on continuerait la partie, on passerait ensuite à l'après-midi, on retire les dés, on retourne la place qui avait été détruite, on va les lancer et on va les assigner sur les emplacements de l'après-midi. Donc ici, le 2, le 1, le 2, le 3 noir et le 3 rouge. On va détruire cet endroit-là. On va détruire le quartier 3 blanc. Donc encore une fois, j'ai une chance que j'ai construit l'évêché qui est ici, mais je ne pourrai pas faire cette cathédrale, elle sera détruite. Certains bâtiments vont déclencher des combos de chaînage. Si par exemple, plus tard dans la partie, je réussis à construire l'évêché qui est dans le quartier 4 et que j'ai déjà construit celui dans le quartier 3, donc ici ça donnerait 2 meeples, on voit qu'il y a un chaînage entre les deux. Donc lorsque les deux sont construits, on va gagner le bonus de chaînage, ici qui est de gagner 3 de connaissances immédiatement. Et en gagnant 3 de connaissances, j'ai encerclé un meeple blanc que je vais placer sur l'échelle de population. Il y a aussi certains bonus de chaînage qu'on peut retrouver sur l'échelle de population. Le premier bonus sera gagné lorsqu'on aura 3 habitants de chaque couleur. Donc vis-à-vis ici, on va gagner une ressource de chaque sorte. Donc 1 de connaissance, une pièce et 1 d'influence. Si on continue à gagner de la population, on aura un autre bonus lorsqu'on va arriver au 6e habitant de chaque couleur. Donc lorsqu'on en aura 6 au moins de chaque couleur, on va gagner un bâtiment de fonction de notre choix qu'on va construire gratuitement. Donc je pourrais construire, exemple, un évêché juste ici et gagner immédiatement les 2 meeples blancs. Et si jamais on se rend au 11e meeple de chaque couleur, on va regagner encore une fois un bâtiment de fonction gratuitement. Et les autres bonus sont associés à chacune des pistes. Par exemple, ici sur la piste de population blanche, si j'arrive à cet emplacement-là, je vais gagner un bâtiment de prestige jaune ou rouge que je vais construire automatiquement. Et si je me rends à la fin de la piste, je vais gagner un meeple jaune et un meeple rouge de population.
Et on va continuer à alterner les tours de jeu, à succéder les journées. On va jouer la 4e, la 5e, la 6e, la 7e et la 8e journée. Et à la fin de la 8e journée, donc à la fin de l'après-midi de la 8e journée, on va passer au décompte final des points. J'ai donc pris une feuille de score d'une de mes anciennes parties pour vous montrer comment ça fonctionne. Premièrement, on va compter le nombre de bâtiments qu'on a fait dans chacun des quartiers. Donc ici, j'ai 2 forteresses, fois un multiplicateur de 0, ça donne 0 points. Ici, j'ai 2 palais des comptes, fois un multiplicateur de 2, ça fait 4 points. On va aussi gagner des points pour chaque paire de ressources non utilisées. Il me restait 3 d'influence, donc ça fait une seule paire, donc ça va donner 1 point. Ensuite, ici, pour les halles, j'en ai construit 3. Avec un multiplicateur de x1, ça fait 3 points. Ici, pour les hôtels de ville, j'en ai construit 1, 2, 3, 4, 5. Avec un multiplicateur de 2, ça donne 10 points. Et il me restait 2 paires. Il me restait 5 pièces d'or, donc 2 paires pour 2 points. Pour les cathédrales, j'en ai construit 4 avec un multiplicateur de x1 pour 4 points. Et pour les évêchés, j'en ai construit un seul, mais je n'avais pas de multiplicateur, donc ça fait 0 points. J'ai 3 paires restantes de connaissances pour 3 points. On va ensuite additionner le nombre de meeples qu'on a encerclés dans notre population. Chaque meeple va nous rapporter 1 point. Donc ici, j'ai réussi à faire 33 points avec ma population. Et je vais additionner les points de mes 3 quartiers qui fait 27 points. Je vais donc additionner ces 2 sous-totaux ensemble pour un score final de 60 points. Si on joue en solo, on peut utiliser le tableau d'honneur pour cocher notre score et cocher ce qu'on a réussi à faire. Et évidemment, si on joue en multijoueur, c'est le joueur qui aura le plus haut score qui sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à 3 dice. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de 3 dice? Premièrement, c'est la grosse mode, les roll and ride, mais c'est un style de jeu que j'aime beaucoup et que j'ai toujours hâte de découvrir les nouveaux qui vont sortir sur le marché. C'est des jeux souvent qui se jouent rapidement, autour d'une demi-heure, mais qui vont offrir une expérience de jeu qui est souvent intéressante. C'est des jeux souvent qu'on va faire des combos, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment des trucs que j'aime. Donc, est-ce que j'ai aimé celui-là? Premièrement, je pense que c'est un des roll and ride qui utilise bien son thème, contrairement à beaucoup de roll and ride qui souvent sont très abstraits, si on veut. Donc, le thème est vraiment cool à l'intérieur. Puis, j'avais jamais joué au jeu 3, mais je m'étais toujours fait dire que c'était un excellent jeu. Puis, de jouer au roll and ride, ça m'a donné le goût d'essayer le jeu 3 de base. Donc, j'ai eu la chance d'essayer avec un de mes amis. Donc, je vous en reparlerai peut-être dans le coup de cœur, qui sait, du 3 original. Donc, pour revenir à celui-ci, le Roll and Write, premièrement, bon, dans la boîte, on sait qu'il n'y a pas grand-chose comme matériel. Il y a des feuilles, il y a des dés et c'est pas mal tout. Donc le matériel est de bonne qualité, la roulette aussi qui est assez intéressante, la roulette pour tourner, pour compter les tours, mais aussi pour faire changer les places et tout ça avec les dés. Donc c'est vraiment bien fait, c'est un système qui est simple, puis c'est le fun comment ça va diriger le jeu, puis comment on va voir un petit peu comment les actions vont coûter, puis quelles couleurs vont être disponibles au prochain tour, etc. Fait que ça nous permet de planifier un petit peu qu'est-ce qui s'en vient. Fait que c'est très intéressant comme dynamique avec le matériel, le peu de matériel qu'on a. Ensuite, pour revenir aux feuilles de score, les feuilles de score sont extrêmement bien bâties, donc c'est des feuilles qui sont très bien organisées, pas très chargées dans le sens qu'il n'y a pas de texte, plein de trucs d'expliquer tout ça. C'est une iconographie qui est très simple. On a des bonus qu'on gagne des meeples ou on gagne des ressources, donc où on gagne des bâtiments gratuits. Fait que ça tourne autour de ces 3 choses-là. Donc une fois qu'on a compris l'iconographie, ça va vraiment bien. On a aussi un beau système de couleurs. On a le quartier rouge qui va avec les dés rouges, qui va avec la ressource rouge. On a le quartier jaune, même chose, ressources jaunes, bâtiments jaunes et même chose dans le quartier blanc. Fait qu'on associe les couleurs des bâtiments, des ressources avec les couleurs des dés et vice versa. Donc encore une fois, un système qui rend l'expérience de jeu très facile à prendre en main pour ce type de jeu-là. C'est un jeu aussi que j'ai bien aimé, le côté gestion de ressources. Donc souvent, un roll and write, on fait juste lancer des dés, on recrute des dés, on coche des trucs. Donc dans celui-là, on a une gestion de ressources qui le rend assez intéressant parce qu'il faut qu'on gère un peu l'influence qu'on a, le nombre de pièces, le nombre de connaissances. Puis ce qui est le fun avec les ressources, c'est qu'ils ont des utilités. Les pièces servent généralement à payer les coûts pour les dés, mais les 2 autres ressources sont très intéressantes parce qu'ils font faire que tu n'es jamais mal pris avec les résultats des dés disponibles. Il y a toujours de quoi faire. Tu peux utiliser ton influence pour augmenter et diminuer les valeurs des dés.
Tu peux utiliser ta connaissance pour changer la couleur des dés, donc tu n'es jamais mal pris. Puis ça, dans un jeu de dés, ça annule un petit peu l'effet hasard, donc tu peux contrôler le hasard en utilisant tes ressources. Fait que c'est très intéressant comme dynamique à ce moment-là pour la gestion de ressources dans un roll and write. C'est un jeu où il faut aussi bien bâtir ses combos à long terme, donc il faut décider un peu qu'est-ce qu'on veut faire dans cette partie-là, quelle sorte de bâtiment je veux construire beaucoup, je vais essayer d'aller chercher un multiplicateur avec les cathédrales pour les scorer x2 ou x3 pour que ce soit encore plus payant, est-ce que je veux construire des forteresses pour me protéger, donc il y a plein de décisions qui sont intéressantes, on a des petits effets de combo qui sont le fun avec les chaînages, avec 2 bâtiments adjacents qui vont nous donner un bonus, on a des bonus aussi avec la population, on peut gagner des bâtiments gratuits, ce qui est toujours intéressant dans ce genre de jeu-là, fait que des petits combos qui sont le fun à déclencher. On a ensuite une extension qui vient dans le jeu. Je ne voulais pas présenter les règles. On a des petites tuiles qu'on va en placer 3 sur 3 des places autour de la roue centrale. Et quand on va recruter un dé à cet emplacement-là, on va avoir un bonus selon le jeton qu'on a mis. Mais si jamais le dé noir arrive à cet endroit-là, le jeton va retourner de l'autre côté. Ça va devenir un malus pour le reste de la partie. Donc c'est une extension qui peut ajouter un peu de piquant, mais honnêtement, pour l'avoir essayé 3-4 fois dans mes parties, c'est très situationnel, ça se déclenche pas si souvent que ça, mais au moins, si on veut un peu de piquant, un peu de variété, c'est disponible dans la boîte de base du jeu. J'aime aussi beaucoup l'initiative que Pearl Game prend avec ce jeu-là, c'est-à-dire qu'à chaque semaine, ils publient sur leurs réseaux sociaux un challenge 3 dice avec des règles différentes, des petites twists, puis on a un défi à réaliser, puis on essaye de battre les scores des designers du jeu. Fait que ça, je trouve ça vraiment très le fun, puis c'est le genre de truc qui va nous challenger, puis qui va donner une durée de vie un peu plus longue à ce jeu-là. Fait que bravo pour cette belle initiative. En plus qu'on est un peu partout en confinement sur la planète. Fait que c'est le fun de voir qu'ils veulent entretenir ce jeu-là puis nous proposer des challenges intéressants avec un système de jeu qui est déjà très le fun à la base. Pour les côtés négatifs, premièrement, un roll and write qui n'a pas de crayon, ça c'est pas bien, on n'aime pas ça, qu'il n'y ait pas de crayon, de disponible au moins 4 crayons dans la boîte, on apprécie toujours ça. J'aurais aimé aussi que les feuilles soient recto verso, qu'on puisse les réutiliser plusieurs fois, au moins 2 fois avant de les jeter. Le pad est quand même très gros, il y en a beaucoup, mais encore une fois, recto verso, ça aurait été encore mieux. Sinon, c'est un jeu qui a déjà une bonne partie de hasard parce que ça reste un roll and write. On peut quand même contrôler beaucoup le hasard des dés avec nos ressources, mais ce qui est plus aléatoire, puis ce que j'aime moins, c'est le dé noir. Le dé noir qui vient détruire des quartiers, qui vient détruire des emplacements que tu pourras jamais construire. Cette petite twist-là, je l'aime peut-être un peu moins parce que c'est le genre de jeu que tu prépares tes combos, ok, je construis celui-là, je construis un chaînage là, puis là, pouf, le bâtiment à côté est détruit, mon chaînage, je pourrais jamais l'activer. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop. On dirait que c'est vraiment du take that, donc c'est le jeu qui nous attaque. Puis dans ce style de jeu-là, c'est pas ce que j'apprécie le plus. Ça ajoute du piquant, certes, mais côté le fun, puis côté stratégie, planification, ça vient un peu dérouter nos plans. Puis ça, j'aime un petit peu moins ça. Sinon, dans ce genre de jeu-là, c'est le fun de toujours déclencher des bonus. Donc, il y en a quelques-uns qui sont disponibles à l'aide des chaînages, à l'aide des bonus d'habitants dans la population. Mais j'ai l'impression qu'il en manque un petit peu. On aurait pu emmener ça à un autre niveau côté combo, qui est de plus en plus de bonus puis de trucs qui se déclenchent. Puis peut-être plus de façons de faire des points. Parce qu'au final, on fait des points avec nos bâtiments, avec les cathédrales, puis on fait des points avec notre population, puis bon, quelques points avec nos ressources aussi qu'on n'a pas utilisées. Mais au final, c'est pas très varié comme scoring, puis t'as presque pas le choix d'aller faire des cathédrales dans ce jeu-là, parce que souvent c'est une grosse partie des points, tu peux pas trop négliger cet aspect-là. Donc ça laisse peut-être un peu moins de profondeur, puis un peu moins de rejouabilité à cause de ça, qui manque un petit peu de combo, puis qui manque un petit peu de choses différentes qui vont aller scorer des points à mon goût, à moi. Ça reste une expérience de jeu qui est intéressante, un jeu qui est le fun à jouer. Je l'ai montré à quelques personnes, on a apprécié nos parties, mais j'ai l'impression que je vais vite faire le tour. Donc une chance que les challenges qui nous sont proposés pour nous offrir des défis supplémentaires. Donc je vais lui donner une note de B-. Donc pour moi, c'est un jeu qui est bon, c'est un roll and write qui est intéressant, avec un côté gestion de ressources, un côté combo qui est là un peu, mais qui peut être plus développé. Donc, on a des décisions intéressantes à prendre. On n'est pas pris avec les résultats des dés parce qu'on a des ressources pour pouvoir jouer avec les couleurs, les résultats des dés, ce qui est intéressant. Donc, ça reste une belle expérience de roll and write, mais on aurait pu l'élever un cran au-dessus, je pense, avec quelques petits éléments à peaufiner parce que le système de base du jeu est super intéressant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, vous pouvez cliquer notre petit bonhomme ici en bas pour vous abonner.
Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez visiter notre page Patreon si vous voulez nous encourager avec des petits dons. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.